sorte de détour un peu inusité, on va entamer la troisième partie de cet entretien avec Michel Peterson. On a quitté sur l'angle économique, hein, sur le point de fuite économique, pour aborder un autre aspect de ton travail qui est absolument fondamental, selon moi, qui est celui de psychanalyste. Tu es clinicien depuis combien d'années? Depuis, comme psychanalyste, depuis un peu plus de 10 ans. Okay. Comme thérapeute depuis une vingtaine d'années. Et puis, pour simplifier, là, pour notre auditoire, on aura compris que tu as été bon traducteur de Pont, de Derrida, de Régent Ducharme, que tu as enseigné aussi au Brésil, que tu as travaillé sous la direction d'érudits et que tu as une formation de comparatiste. Mais à quelle famille de psychanalyse appartiendrais-tu? C'est une question extrêmement difficile parce que ça met en lien différentes filiations. Tu as plusieurs pères. Plusieurs pères. Disons, effectivement, pour simplifier, que j'essaie de m'appartenir moi-même, ce qui est déjà une tâche en soi. Mais disons que j'ai fait la formation qu'on appelle lacanienne, donc une assez longue formation lacanienne. J'ai été membre et je suis encore membre de l'École lacanienne de Montréal, où j'ai rencontré des collègues d'une très grande compétence, d'une très grande humanité, d'une très grande richesse. Et c'est dans cette école que j'ai donc fait ce qu'on appelle chez les lacaniens la procédure de la passe, c'est-à-dire que c'est après un certain nombre d'années de pratique d'analyse, de contact avec l'analyse, de clinique, etc., ceux et celles qui le souhaitent, pour des raisons évidemment qui les concernent, décident de faire cette procédure de la passe qui consiste, sans entrer dans les détails, à témoigner auprès de passeurs de ce qui a pu se produire dans une analyse qui fait en sorte que on puisse avoir le désir d'occuper la position de l'analyste. Et donc, il y a ce témoignage aux passeurs qui eux-mêmes, une fois le témoignage terminé, font part à un jury qu'on appelle le jury de la passe, et c'est ce jury de la passe qui détermine si si notre désir peut être entendu d'occuper cette position-là. Donc, ça a été ma première formation importante. J'avais déjà commencé, je pense qu'il faut mentionner que je suis venu à la psychanalyse via la littérature et la philosophie. Ça, c'est une dimension pour moi, et l'anthropologie, mais principalement à travers la littérature et la philosophie. Les premiers à m'avoir introduit à la psychanalyse sont des gens comme Claude Lévesque, aujourd'hui décédé, qui m'ont introduit, lui, à Lacan, comme bien d'autres personnes, Lacan, Bataille, Blanchot, etc. Jean Larose aussi qui m'a introduit à Lacan. Et à partir de ce moment-là, ça n'a plus cessé. OK, mais c'est à partir de la littérature. De la littérature, principalement. Et antérieurement aussi, par ton travail de traduction. D'une certaine façon, est-ce qu'on pourrait établir un parallèle entre avoir une oreille désirante, oui, ce que tu possèdes, et le désir de traduire ce qu'on entend? Oui, oui. Je pense que je suis de ceux qui pensent que il est essentiel pour un analyste, il faudrait en discuter longtemps parce que c'est très complexe, mais je pense qu'il est essentiel pour un analyste de témoigner de ce que produit en lui ou en elle le travail d'écoute et de ponctuation du discours de l'autre.
Je pense que tu mentionnais dans la partie précédente, tu rappelais Sartre, la question de l'engagement et la question de l'implication. Bon. Moi, je pense que je pense que un psychanalyste qui se sent concerné, au sens presque anglais du terme, to be concerned, doit, à un moment ou à un autre, témoigner de son expérience. Témoigner de son expérience, ça veut dire, ça peut se faire de toutes sortes de façons, mais témoigner d'une expérience d'écoute qui est elle-même toujours une expérience de traduction. Et je pense qu'en ça, la psychanalyse rejoint à certains moments la poésie, puisque combien de grands poètes ont été aussi des traducteurs. C'est sans doute pas un hasard. Je pourrais en nommer... Oui. On pense tout de suite à Baudelaire, entre autres. On pense à Baudelaire et Poe, et on pense à Ungaretti, on pense à Ponge, bref, etc., etc. Je ne pense pas qu'on puisse être poète sans être quelque part traducteur, et je ne pense pas qu'on puisse être psychanalyste sans être traducteur. Alors, moi, j'ai commencé en traduisant, les premières traductions que j'ai faites, mais c'était évidemment en amateur, par plaisir, c'était Joyce. Ce qui était évidemment impossible d'une certaine façon. Mais tout de même, se mettre à l'écoute de la langue et de la langue de l'autre, c'est bien de ça qu'il s'agit en traduction et en psychanalyse. Hein? Donc, pour moi, les deux sont intimement liés. Et la littérature comparée, qui est toujours aussi se mettre à l'écoute de l'autre langue, de l'autre culture, de l'autre en soi, de l'étrangeté en soi, hein, de ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté, cette fameuse expérience. Donc, je pense que tout ça est pour moi intimement lié et indissociable. Mais même si tu portes sur ton dos la parole de l'autre, traduite, oui. Hein, qu'est-ce qui fait que tu vas bondir hors de ton cabinet pour aller témoigner de cette expérience-là de l'écoute? Qu'est-ce qui va faire que tu vas passer d'une expérience qui est somme toute très, très intime, hein, de la rencontre entre le patient et ton oreille désirante, qui va faire que tu vas sortir de ton cabinet et tu vas avoir envie de témoigner de cette expérience-là radicale, de l'écoute de l'autre, que tu vas vouloir rendre ça public. L'effet que ça provoque chez toi. Ce qui est quand même un acte politique. Là. C'est un acte politique et je ne conçois pas la psychanalyse autrement que comme un acte politique. Ça, la psychanalyse, pour moi, reste du côté du lien social. Pour répondre à ta question rapidement et le plus précisément possible, je pense que ce qui se joue dans le transfert, dans la séance analytique, a besoin, pour que ça puisse être transformé en travail de culture, de passer du côté de la sphère publique. Parce que si la psychanalyse, comme le disait Derrida, qui, vous l'aurez compris, est un de mes auteurs, un des auteurs sur qui... Puis on pourrait rappeler aussi que Derrida n'a jamais été lui-même en analyse. N'a jamais été en analyse, mais en même temps a toujours été en analyse. Et là, ça nous ramène à la question des frontières. A-t-on besoin, est-il nécessaire d'être analyste pour pouvoir parler de la psychanalyse et à partir de la psychanalyse? C'est des questions agitées par Derrida, extrêmement complexes. Tu me disais tout à l'heure, hors entrevue, si je peux dire, qu'il y avait des gens qui étaient quasiment des analystes nés, qui n'avaient pas besoin d'aller en analyse, qui comprenaient ce qui se passait en eux, qui avaient développé une sorte de connaissance. J'ai un rapport à l'inconscient. Un rapport à l'inconscient, qui était connecté avec le... Qui était connecté à l'inconscient, oui. Mais ça, comment t'expliques ça, que des gens puissent posséder ce... Est-ce que c'est un don? J'irais pas du côté du don. J'irais du côté... c'est une question extrêmement complexe, hein, à propos de laquelle j'ai pas de réponse, évidemment. Je pense pas que c'est important d'en fournir une comme telle, mais je pense qu'il y a des gens qui, à cause d'événements
extrêmement particuliers qui leur arrivent dans la vie, et surtout à partir, en lien avec la relation qu'ils ont avec les événements, sont tout de suite branchés sur l'inconscient. L'inconscient est partout. L'inconscient est partout, dans le social, à chaque coin de Mais rue, ces gens-là... Mais ces gens-là ont une oreille particulière, je crois. Ils seraient conscients de leur propre inconscient. Je pense qu'ils ils sont conscients de leur propre inconscient. En tout cas, c'est des gens qui sont dans un rapport à l'inconscient tel que ils se laissent guider et travailler par lui sans être constamment en train de s'en défendre. Et je pense que l'écriture de quelqu'un comme Derrida est magistrale à cet égard-là. Je pense à l'écriture, on en parlait un peu plus tôt, hors entrevue justement, de gens comme Zizek aussi. Parce que quelqu'un qui est... ce qu'on disait sur Zizek, c'est qu'il avait fait une demi-séance d'analyse. Oui, mais il y a des gens qui vont en séance 4 fois par semaine pendant 10 ans et qui ne font pas d'analyse. Et il y a des analystes qui pratiquent l'analyse officiellement, etc., qui ont tous les... que ce soit chez les Lacaniens, que ce soit dans l'international, dans les sociétés de psychanalyse officielles, il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut, comment dire, en termes de papier, de documents, d'accréditation, de légitimation, et qui, ça peut paraître un peu énorme de dire les choses comme ça, mais qui n'ont pas une oreille d'analyste. Hein? Donc, donc, je pense que c'est exceptionnel, mais je pense qu'il y a des gens, des philosophes, des anthropologues, en fait des gens de toute discipline, qui peuvent avoir une oreille plus analytique que bien les analystes. Un peu comme, sans faire peut-être la comparaison va te paraître un peu douteuse, un peu comme ces musiciens qui ont l'oreille absolue. On pourrait penser à cette formulation-là, c'est intéressant. Moi, je pense que, s'agissant du cas de Derrida, je m'excuse d'insister un peu sur le cas de Derrida, mais je pense que Derrida a dit une chose absolument fondamentale, et en ce sens-là, Derrida est absolument freudien, dès l'origine. Derrida, d'ailleurs, a écrit une quantité impressionnante de textes sur la psychanalyse, que malheureusement, particulièrement ici, la plupart des psychanalystes ne lisent pas, et on pourrait se questionner là-dessus. Derrida, du début à la fin de son œuvre, a toujours été en rapport avec la psychanalyse. Mais Derrida a dit une chose, à mon avis, fondamentale. C'est que c'est au sujet de la spécificité de la psychanalyse. Alors, quelle est la spécificité de la psychanalyse, selon lui? Il s'agit du fait que cette discipline est la seule à prendre en considération chez l'humain la cruauté sans alibi qui gît en chacun. Alors, et ça, je pense que il y a des analystes, et il peut m'arriver moi-même d'être dans cette position-là, qui sont constamment dans une position défensive et dans une position de déni, voire de forclusion, de retranchement à l'égard de cette cruauté fondamentale de chaque être humain, qui existe, qui est là, latente. Et on le voit dans tous les grands génocides, dans toutes les guerres. Tout à coup, il y a une sorte de basculement individuel, collectif, qui pose des questions extrêmement troublantes et extrêmement difficiles, mais chez chaque être humain existe la possibilité de la cruauté pure. Et la psychanalyse, selon Derrida, est la seule discipline qui prend en considération cette chose-là. Je comprends. Écoute, on va conclure cette troisième partie de notre entretien. Voilà. Et ce qui va nous amener justement sur le chemin de la cruauté. Le chemin des cruautés collectives. Oui. La capacité de l'être humain à commettre des crimes collectifs, des crimes génocidaires. C'est ce qu'on va voir dans la quatrième partie.